Moselle, 1940. Alors que l'invasion allemande perce par la Belgique, le département, qui comprend la partie la plus puissante des fortifications de la ligne Maginot, est soigneusement évité par les troupes du Reich. Mais après l'invasion et l'encerclement, malgré des combats menés sur plusieurs secteurs du dispositif, l'armistice de juin 1940 sonne la fin de la ligne Maginot. Beaucoup d'ouvrages se rendent sans même avoir pu combattre. Aujourd'hui, en Moselle ou ailleurs, la France fourmille de ses blocos, de ses forts et de ses abris défensifs. Parfois, on oublie même les plus modestes d'entre eux. Ils se transforment en bosquets. On les enfouit sous les gravats. Pourtant, ce sont autant de destinations surprenantes, chargées d'histoire, de stratégie, qui attirent aujourd'hui la curiosité. Les images et les vidéos passionnantes sur ce thème ne sont pas rares. Alors, en m'attaquant au sujet, j'ai souhaité découvrir ce que la ligne Maginot pouvait avoir d'encore plus insolite. Prendre une approche différente et mettre en valeur des lieux dont on ne connaît pas assez l'histoire. C'est ainsi que j'ai découvert les lieux que l'on va aller visiter aujourd'hui. En cherchant à retrouver les lieux les plus insolites de ces vestiges de la ligne Maginot, j'étais loin d'imaginer voir une telle surprise. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'histoire terrible et méconnue de ce camp français transformé en camp de la mort par les Allemands, le camp du Banc Saint-Jean. Deux heures et demie de route pour me rendre au Banc Saint-Jean. Forcément, le programme de la journée se devait d'être clair et organisé. Mais beaucoup d'inconnus viennent toujours bouleverser ce qui est prévu. Ici, c'est l'accès à la petite ville de Boulay, qui était verrouillée en raison d'un événement qui avait lieu ce jour-là. Tant pis pour mes plans où je devais évoquer la présence de l'ancienne gare. Je me rabats sur les vestiges locaux de la ligne Maginot. Quelques heures passées à débusquer des blocos qui soient accessibles sans risque et pas le temps de tourner autour du pot, direction l'ancien camp, tant que la météo est encore favorable. Je vous cache pas que pour le tournage d'aujourd'hui, le plaisir de la moto passe largement derrière la curiosité de la destination et aussi le malaise ressenti à visiter ce genre de choses. Mais pour autant, on peut pas dire que ce soit pas une belle région. J'ai eu la chance d'avoir des paysages magnifiques pour venir ici, malgré le temps un peu gris. Les côtes de Meuse, la région Lorraine, la traversée de Metz, tout ça, ça a été fantastique. Et ça, c'est des blocos là, ouais. Ici aussi. Il y en a strictement partout. Oh, j'allais peut-être un peu vite, je l'ai pas vu. Et c'est là que se trouve l'entrée de l'ancien camp. Alors ce n'est plus un secret, le Banc Saint-Jean se trouve à cet endroit. Lorsque j'ai fait quelques recherches sur notamment Google Street View, il y avait des panneaux terrain militaire directement ici à l'entrée de la route, mais qui, grâce à l'action de certaines associations, ont disparu et désormais l'accès est toléré jusqu'au parking. Et ensuite, il y a un chemin à pied qui permet d'aller jusqu'à une stèle. Nous allons découvrir tout ça. Oh, la route est en piteux état. Ça va encore. On va pas se plaindre, hein. Déjà, on a le droit de la prendre. Voilà, ici ce sera parfait. Au moment où je me gare et où je prépare mes affaires, je ne sais même pas encore si je vais pouvoir filmer quelque chose. Mais le mystère sera rapidement levé. Très vite, je suis rejoint par Celle de Table, toujours présent dès qu'il s'agit de me suivre pour aller faire quelques images. Notre but ne sera pas ici de faire une vidéo urbex, même si elle peut s'y apparenter. Il s'agit avant tout de remonter le chemin de mémoire qui retrace l'histoire du camp, et d'illustrer notre visite du mieux possible. Mais alors, sur ce Banc Saint-Jean, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'on y trouve de si intrigant ? Des bâtiments à l'abandon. Des bâtiments par dizaines. L'équivalent d'une petite ville. Et non seulement ces ruines impressionnent, mais elles sont le témoin d'événements tragiques, incommensurables. La transformation d'une paisible petite ville de garnison en un véritable camp de la mort. Ce qu'il
faut bien garder à l'esprit en s'approchant de ces ruines, c'est que ce ne sont pas les ruines de construction allemande destinées à un camp de concentration. Ce sont avant tout les ruines de construction française. Elles étaient destinées à abriter un régiment de la ligne Maginot, en l'occurrence le 146e régiment d'infanterie de Forteresse. Et donc c'était un camp de vie en temps de paix. C'était le villa d'officiers, le villa de sous-officiers. Mais aucunement quelque chose qui aurait été construit par les Allemands. Le site a simplement été réquisitionné pour servir de camp de prisonniers et va devenir un véritable stalag. Mais alors, quelle est l'histoire de ce camp? Comment ces lieux sont-ils passés de vie à trépas? Comment ces murs ont pu, en quelques années, basculer de fleuron du système défensif français à celui de camp de la mort, figure de ce que la Seconde Guerre mondiale a pu représenter de plus inhumain? « 1934. La vie bat son plein et les constructions vont bon train sur le camp français du Banc-Saint-Jean. Le site, sorti de terre en pleine nature, se veut moderne et accueillant. En 1937, le président Albert Lebrun inaugure les lieux. Le camp est légèrement en retrait des principaux ouvrages de la ligne Maginot, autant destiné à servir de réserve qu'à faire prendre l'air à ces hommes du béton qui construisent et arment la fortification française. On estime que le camp est encore trop austère et qu'il faut le fleurir. Alors, on y fera pousser une variété de roses. Ce sera la rose à la ligne Maginot, véritable symbole national auquel le peuple peut souscrire pour soutenir son armée. Le Banc-Saint-Jean obtient même le label Cité-Jardin. Bâti dans l'optimisme et l'enthousiasme, on se persuade que la ligne Maginot empêchera une nouvelle invasion allemande. Alors c'est fou comme c'est délabré. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici et qu'aujourd'hui c'est délabré comme ça. Ce site est vraiment unique. À la fois un lieu de mémoire, à la fois délabré, et à la fois il faudrait le mettre en valeur pour son histoire. Ils avaient une cave? Ah ben oui, ils avaient une cave. Mais ça servait aussi peut-être de... Non, ou d'abri tout simplement, d'abri souterrain. Parce que je me dis, c'est étonnant que pour tout ce monde-là sur le camp, il n'y ait pas un gros abri souterrain en cas d'attaque. À côté de chaque maison, il y a les vestiges de quelques garages. Pourtant, comme on disait tout à l'heure, dans les années 30, les voitures ne devaient pas être très répandues. Malgré tout, on dirait que pour chaque grosse villa, il semble qu'il y ait 3 ou 4 places de garage. Et en 1940, c'est la fin. Après la défaite française, le Banc-Saint-Jean est placé sous autorité allemande. Ici, en Moselle, on n'est même pas dans la France occupée. Le territoire devient littéralement allemand. Il est annexé par Hitler. C'est ainsi que le camp est peu à peu transformé en prison, puis en camp de travail forcé, destiné à fournir de la main-d'œuvre aux fermes de la région, ainsi qu'aux mines de fer et de charbon, toutes réquisitionnées au profit du Reich. Il accueillera d'abord des soldats français et verra notamment passer le sergent François Mitterrand. Mais soudainement, tout change à partir de 1941. Lors de la gigantesque opération Barbarossa, l'Allemagne envahit l'URSS et avec elle, l'Ukraine et toute son armée, que les nazis considèrent comme des sous-hommes. Leur plan initial, les exterminer. Mais les dirigeants du Reich voient finalement en eux une précieuse main-d'œuvre que l'on va pouvoir, sans scrupule, épuiser jusqu'à la mort. Alors ici, près de Boulay, calme petite ville de Moselle, vont arriver près de 300 000 prisonniers déportés, ukrainiens ou soviétiques, dans ce qui est devenu le camp de transit principal du Stalag numéro 12F, qui s'étend dans toute la région. Les déportés débarquent dans la gare de la ville, après 2 semaines enfermés dans des wagons à bestiaux. Certains sont déjà morts pendant le trajet. Puis ils sont entassés dans le camp avant d'être envoyés aux travaux forcés. Ici, pas de chambre à gaz, pas d'installation dédiée à l'extermination. On va simplement laisser ces milliers d'hommes mourir de fatigue, de maladie, de froid et surtout de faim. Pas un brin d'herbe ne subsiste dans l'enceinte du camp. Les hommes se nourrissent de ce qu'ils trouvent au sol, de racines, de vers de terre. Je voyais, ils étaient en train de creuser la terre, de remuer la terre, ils cherchaient de la nourriture.
chercher soit les racines, soit les vers de terre et de la verdure. Vous n'avez jamais vu un brin de verdure à l'intérieur du camp. Oh, tout était rasé. Ils étaient parqués dehors. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les baraques, tellement ils étaient nombreux. Ils en ont eu des coups jusque là-haut, puisqu'il y en avait qui ne pouvaient plus. Hein. Déjà pieds nus et l'hiver qui faisait si froid. Alors tout le monde avait les pieds gelés, ils ne pouvaient plus marcher à la longue. Oh, je vous assure, ils étaient plus beaux à voir. Il y en avait avec, c'était des vrais squelettes encore. Plus de chaussures aux pieds. Oh, je vous dis, c'était vraiment pas beau à voir. Les plus chanceux d'entre eux sont envoyés travailler dans les fermes, désormais devenues allemandes, et qui ont besoin de soutien depuis que tous les hommes ont été mobilisés et que l'on a expulsé les Français. Interdiction totale aux villageois de venir en aide à ces malheureux, mais beaucoup en prennent le risque. Alors, ces prisonniers venus travailler au village laisseront dans la mémoire des habitants de la région une trace indélébile. En leur racontant la vie sur le camp, en leur laissant quelques cadeaux ou en leur fabriquant quelques objets en échange d'un peu de nourriture pour leurs camarades. Certaines maisons un peu plus isolées que d'autres. Ah ouais, je sais pas pourquoi celle-ci est vraiment encadrée de végétation. Ouais, c'est particulier. C'est quoi ces plans là? Il y en a qui se sont amusés à faire un jeu. Oh, il y a encore des trucs bien coupants au sol. Ça y fait penser, ouais, ça fait penser aux dents d'un pied jaloux. Ouais. Ouais, faut pas traîner, tu vois. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu filmer sur ce camp. Sur le sud du camp, a priori, il y a, attention à toi, un ancien blocos de la ligne Maginot, et tout ici appartient à la ligne Maginot. Et aussi beaucoup d'autres installations qui sont en ruine. Le quartier des officiers, le quartier des sous-officiers. Mais bon, on accède ici déjà uniquement parce qu'on a pu voir depuis un champ et accéder facilement sans avoir à enfreindre une barrière ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que c'est pas un terrain de jeu. Moi, je suis pas un expert en histoire, alors j'essaye de peser mes mots et parfois c'est pas facile. Je me suis fait force pour ne pas mettre dans le titre de cette vidéo un camp de concentration sur la ligne Maginot, tout simplement parce que ce n'est pas officiellement un camp de concentration, c'est un stalag, c'est-à-dire un camp de travail forcé pour des prisonniers militaires. Pourtant, par définition, un camp de concentration, c'est un endroit dans lequel on vient enfermer en masse des dizaines de milliers de personnes pour les faire mourir de faim, mourir de maladie. Il s'est passé exactement la même chose ici. On parle de 22 000 morts ici sur ce camp. 22 000, c'est plus qu'au Struthof. On ne peut pas non plus parler de camp d'extermination puisqu'il n'existe aucune infrastructure dédiée à la mise à mort comme des chambres à gaz ou des fours crématoires. Et pourtant, l'extermination, elle a bien eu lieu. À la Libération, les Alliés et les habitants découvrent l'hécatombe. Dans un charnier, à l'ouest du camp, 204 fosses communes, contenant chacune entre 80 et 120 corps. On estime à 20 000 le nombre de cadavres qui jonchent le sol. Ces chiffres, officiellement recensés dans les archives, font du Banc-Saint-Jean le plus grand mouroir nazi qui ait existé sur le sol français, devançant même le Struthof, camp de concentration dont l'histoire est un peu mieux connue. Malgré tout, la mémoire de ce lieu a bien failli disparaître. La communauté ukrainienne a pourtant largement œuvré pour que l'histoire n'oublie pas le Banc-Saint-Jean, en érigeant une première stèle et en commémorant la perte de ses soldats. Mais en pleine guerre froide, lorsque l'URSS découvre cette initiative de l'Ukraine, elle voit ces commémorations d'un mauvais œil. En 1980, rapidement et a priori sans prendre le soin de relever les tombes de la totalité du charnier, 2879 corps sont transférés dans une nécropole soviétique, loin d'ici, dans l'Oise. Et puis plus rien. Plus personne pour se demander si des corps sont encore là. On arrase le terrain et la vie reprend sur le Banc-Saint-Jean. On y logera des troupes françaises, des familles, des harkis. Jusqu'au jour où l'armée française quitte le camp, devenue trop vétuste, et que l'on projette d'installer sur ce terrain une usine d'incinération des déchets. C'en est trop pour les élus locaux et les familles, françaises ou ukrainiennes,
attachés au devoir de mémoire qui demandent l'abandon du projet au nom du respect des victimes de la barbarie nazie qui jonchent encore le sol de ce lieu. L'association franco-ukrainienne voit le jour et grâce à elle, cette stèle, ce lieu de mémoire préservé, mais aussi ce chemin et ces panneaux qui, bien mieux que les ruines de béton, permettent de nous rappeler cette terrible histoire. Aujourd'hui, plus de traces de roses à la gloire de la ligne Maginot. Simplement quelques fleurs, celles du souvenir. Voilà, c'est sur cette petite route au passé absolument terrible que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, c'est qu'a priori elle vous a plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des événements. Pour moi, c'était un tout premier tournage sur le secteur de la ligne Maginot. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ça m'a donné envie de revenir sur ce secteur chargé d'histoire, sur lequel j'ai tout à découvrir et tout à filmer, en essayant de faire des choses un petit peu différemment que ce qui a déjà été fait sur YouTube. Parce qu'en vidéo, il y a déjà des choses extrêmement bien documentées. Mais pour autant, quand on voit l'ampleur du système défensif de la ligne Maginot, il y a tellement de choses à voir, donc je reviendrai, c'est certain. Voilà, et puis pour la prochaine vidéo, je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus léger. Ça va être très cool, je vous donne rendez-vous très bientôt sur YouTube. Je vous souhaite bonne route et je vous dis ciao. Allez, salut! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Celle de Table de m'avoir accompagné. Vous avez vu qu'il est à l'origine de certains plans. Je m'en serais sûrement moins bien sorti si j'avais été tout seul pour filmer tout ça. Et donc, comme promis, un petit débrief sur les possibilités d'accès au banc Saint-Jean. Il y a bien longtemps que j'avais cette vidéo en tête, plus d'1 an en vérité. À la base, je connaissais absolument pas cet endroit et puis on m'en a parlé suite à ma vidéo sur le Struthof. Et tout de suite, j'ai été attiré, j'ai eu très envie de faire une vidéo sur ce site. Mais avant toute chose et avant de vous expliquer quoi que ce soit, je vous invite à faire un tour dans la description de la vidéo. J'y mets toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, et notamment le site bancsaintjean.fr qui était une véritable source, qui synthétise très bien l'histoire des lieux et qui donne quelques images très causantes. Et donc en parcourant ce site, on apprend que le banc Saint-Jean, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était encore classé terrain militaire. Et moi-même l'année dernière, quand j'avais fait des recherches sur la cartographie, le banc Saint-Jean était marqué comme terrain de manœuvre, et lorsque je regardais Google Street View, il y avait des panneaux terrain militaire défense d'entrée à l'entrée même de la petite route. Et c'est là que je suis revenu sur l'idée de faire une vidéo là-bas, puisque si c'est pas possible de le visiter, vous savez que je préfère montrer dans mes vidéos des lieux que les gens puissent aller visiter après. Et puis ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le nombre de publications sur internet où on voit le banc Saint-Jean. Que ce soit sur Instagram où tout le monde y va de sa petite photo, mais aussi sur YouTube où tout le monde y va de sa petite vidéo. Hélas, en vidéo, à part les reportages que je vous cite en description, il n'y avait pas grand chose de sérieux. En fait, on tombe surtout sur des vidéos urbex, faites un petit peu à l'arrache, et puis il y a même des vidéos de chasse aux fantômes. Bref. Ce qui m'a surtout mis la puce à l'oreille, c'est lorsque j'ai appris que la petite route marquée terrain militaire sur Street View était en fait ouverte et qu'elle permettait d'accéder à un chemin de mémoire et à la stèle. Je me suis donc dit qu'il y avait quelque chose à faire en vidéo, même si je ne pouvais pas vraiment approcher les ruines. Et puis ce qui m'a également poussé à revenir sur le site, c'est le site, je crois que c'est Moselle Tourisme, qui a publié ce lieu comme un lieu à visiter dans la région. Donc je me suis dit, si l'office de tourisme en fait la pub, c'est vraiment qu'on peut y aller sans souci. Je suis même tombé sur un vidéaste, alors je ne sais plus qui, je ne sais plus comment j'avais trouvé la vidéo, qui me disait que le site était entièrement accessible, sauf aux véhicules. Bien entendu, c'est faux. Et quand on arrive sur place, on comprend qu'on peut accéder jusqu'à la stèle, mais que le reste du camp reste interdit d'accès. Même si moi-même j'ai vu des gens à y aller et ressortir, a priori c'est très courant, ça reste un lieu interdit, donc je voulais pas en faire la promotion comme d'un lieu ouvert. J'espère que je suis bien clair là-dessus. C'est pour ça que quand j'arrive et que je dis je déballe mon matériel, je sais même pas si je vais pouvoir filmer quelque chose, c'est pas du mytho, c'est vrai, je ne savais pas si j'allais pouvoir filmer, et maintenant si je me refusais de le faire, eh bien voilà. Ce serait un aveu d'échec, ce serait laisser la porte ouverte sur internet à des vidéos urbex et chasse aux fantômes, et s'interdire de faire une vidéo un petit peu correcte sur la mémoire du site. Heureusement, tout est bien qui finit bien, puisque vous l'avez peut-être aperçu dans la scène d'intro, lorsqu'on marche jusqu'à la stèle, on a un large visuel sur une partie des constructions en ruine. C'est ce qui m'a permis de faire mes plans drone, c'est ce qui m'a permis de les filmer dans un premier temps, et puis je me suis, sur quelques instants, avec celle, on s'est permis d'entrer sur les lieux sans franchir de barrière en fait, puisque c'était des constructions qui étaient en bordure de champs, de manière à illustrer la vidéo du mieux possible. Maintenant, si vous voulez visiter le camp, vous n'avez pas besoin de faire ça, on voit très bien les constructions depuis la stèle et depuis la grande surface non cultivée, donc je crois que c'est de la pelouse, qui permet de s'approcher du camp. Et puis la deuxième recommandation, c'est bien sûr de faire des visites guidées, puisque via l'association du banc Saint-Jean, a priori les visites guidées sont tout à fait possibles.
Ce que je regrette un peu, moi, c'est d'avoir manqué de temps pour faire cette vidéo. J'habite pas tout près, j'ai dû profiter d'une seule journée de libre où la météo était correcte, et donc c'est difficile pour moi de donner rendez-vous à des tierces personnes et de demander des visites guidées, alors que même 2 jours avant, voilà, j'étais pas sûr de venir tourner puisque ça dépendait de la météo. Ça a été impossible pour moi de revenir sur les lieux et de prendre d'autres rendez-vous pour des visites un petit peu plus poussées avec un guide. Voilà, c'est un petit peu un regret, mais j'espère tout de même que cette vidéo sera suffisamment bien documentée et qu'elle vous aura plu, permis de découvrir le site et donner envie d'y aller. L'important, comme vous le comprenez, donc c'est pas vraiment de s'approcher des ruines de béton, qui de toute façon sont en mauvais état, sont taguées, il n'y a plus rien à en tirer. L'important, c'est surtout la mémoire des lieux qui ne doit pas être oubliée. Petit détail aussi sur la gare de Boulay. Oui, j'avais prévu de faire quelques plans de la gare pour parler des prisonniers donc, qui arrivaient depuis cette gare, et puis la veille de mon départ, je me dis bon quand même, je vais regarder sur le GPS où se trouve la gare. Il n'y a plus de gare à Boulay, il n'y a plus le chemin de fer depuis bien longtemps. J'avais quand même prévu de me rendre sur le site de l'ancienne gare, puisqu'a priori elle est visible. Donc moi qui n'étais déjà pas en avance et qui devais absolument tout filmer, les bunkers de la ligne Maginot, le camp, tout ça avant la nuit, tout ça avant qu'il se mette à pleuvoir. Donc finalement j'ai pas pris le temps de passer en ville pour filmer cette gare. Mais bien sûr, dans le centre-ville de Boulay, il y a 2 lieux de mémoire mémorables. Le premier c'est donc cette gare, et je crois qu'un panneau de mémoire du style de ceux qui sont sur le camp est en cours d'installation au niveau de la gare, si c'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, il y a l'ancien cimetière israélite. En fait, les nazis avaient rasé le cimetière juif pour y mettre un cimetière dédié à ces prisonniers. Donc c'est plus de 3000 personnes qui sont inhumées à cet endroit. Et c'est un lieu de mémoire important pour la communauté ukrainienne qui vient rendre hommage aux anciens tombés à cet endroit. Et ces morts, bien sûr, ils s'ajoutent à ceux qui sont sur le camp. Voilà, donc si vous voulez faire une petite sortie du style devoir de mémoire lié au banc Saint-Jean, bien n'oubliez pas de passer par le centre-ville de Boulay, par la gare et par ce petit cimetière. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas non plus à consulter la description, puisque je suis pas du tout un expert en histoire. Et donc, si jamais j'ai dit une maladresse, vous trouverez des petits rectificatifs comme je peux le faire de temps en temps. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!